Salut! Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. That's what she said. Une figure considérable du Moyen-Âge, certains le considèrent comme le précurseur de l'Europe et d'autres comme le premier des Français. Entre protecteur de la chrétienté et grand chef de guerre, en passant par l'inventeur de l'école, je parle évidemment de Charles Ier le Grand, plus communément appelé Charlemagne. Mais tout d'abord, contexte. Dans les années 730, la dynastie des Mérovingiens règne sur le royaume des Francs, tandis que Charles Martel, de la famille des Pépinides, le grand-père de Charlemagne, est un grand chef militaire et occupe la fonction de maire du palais, la plus haute fonction du royaume franc, juste derrière le roi, ce qui lui procure un immense pouvoir. En 732, Charles Martel livre et remporte la bataille de Poitiers, mettant un terme à l'expansion du califat omeyyade, ce qui lui donne encore plus de pouvoir jusqu'à égaler le roi. En 751, le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, réussit à l'aide du pape de l'époque à renverser le pouvoir mérovingien et à devenir roi des Francs. Cela marque la fin du règne des Mérovingiens et le début du règne des Pépinides qui deviennent les Carolingiens. Pépin a deux fils, Charles, son aîné, qui deviendra Charlemagne, et Carloman, son fils cadet. Lorsque Pépin le Bref meurt en 768, ses deux fils se sont sacrés rois, car conformément à la tradition franque, son royaume est divisé entre les différents héritiers, seulement les héritiers hommes évidemment, pas les femmes, on est au 8e siècle quand même, faut pas déconner. Mais manque de bol pour Carloman, il meurt prématurément en 771, sans héritier, ce qui fait que Charlemagne récupère l'entièreté du royaume des Francs. Quel hasard! Incroyable hasard! Je suppose que c'est bénéfique pour lui. Ainsi, Charlemagne cherche à légitimer et à affirmer son pouvoir. Et quand on cherche à affirmer son pouvoir et à légitimer sa position en tant que chef au 8e siècle, on fait la bagarre. Ta seule issue, c'est la bagarre. La plupart du temps, c'est une réussite pour Charlemagne. Beaucoup de ses campagnes militaires se soldent par des victoires, comme en Saxe ou en Lombardie, ce qui lui permet d'étendre le territoire des Francs. Mais Charlemagne connaît aussi des échecs militaires. Par exemple, il mène en 778 une campagne militaire en Espagne, cherchant à récupérer la ville de Saragosse aux mains des Omeyyades. Cette campagne militaire obtient un résultat assez relatif, où Charlemagne devra se contenter des territoires au-delà des Pyrénées. Fait très important de la vie de Charlemagne, son sacre impérial le 25 décembre de l'an 800. Lors de la messe de Noël, le pape Léon III confère à Charlemagne le titre d'empereur. C'est le premier empereur en Occident depuis 476, cela permet un renforcement de l'alliance entre l'église chrétienne et l'état carolingien. Et tout cela permet à Charlemagne de restaurer l'unité impériale en Occident, lui donnant un immense prestige, renforçant ainsi sa position en tant que souverain d'un empire chrétien. Avec ce sacre, Charlemagne cherche à unifier tous les sujets de l'empire sous son autorité et par la religion chrétienne par le biais de l'église. Ce qui fait que Charlemagne a été sacré deux fois, d'abord roi en 768, puis empereur en 800. Durant le règne de Charlemagne, on voit apparaître au sein de son empire ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, un renouveau dans les arts durant le règne de Charlemagne, que ce soit la musique, la littérature ou l'architecture. Pour cela, Charlemagne invite à sa cour des savants et des artistes illustres afin de remettre à l'honneur la pratique des arts dans la société occidentale, à l'abandon depuis la chute de l'Empire romain d'Occident. Cette volonté de Charlemagne à remettre au goût du jour les arts dans la société carolingienne est caractérisée par les dires d'Eguinard, proche de Charlemagne, qui a réalisé une biographie de ce dernier dans son livre Vie de Charlemagne, écrit vers 830. Dans cet ouvrage, Eguinard dit en parlant de Charlemagne, passionné pour les arts libéraux, il respectait les hommes qui s'y distinguaient et les comblait d'honneur. C'est de toute beauté! Maintenant, on peut parler de quelques idées reçues concernant Charlemagne. Vous connaissez sûrement la chanson de France Gall, qui a eu cette idée folle. Un jour d'inventer l'école. Bon, ça, voilà. Eh bien, ce n'est pas Ce sacré Charlemagne. l'école, donc le lieu où on enseigne le savoir, existe déjà avant le règne de Charlemagne. Par exemple, en Grèce antique, où on enseignait la philosophie, les mathématiques, ou encore la rhétorique. C'est le fait de convaincre, de bien s'exprimer. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Charlemagne n'a pas inventé l'école en tant que telle, mais il a cherché à la développer, notamment avec l'aide de l'Église, afin de permettre à tous ces sujets d'être unis par la chrétienté. Donc bien que Charlemagne ait développé l'école en Occident, il ne l'a pas inventé pour autant. Pour certains, Charlemagne est le premier souverain d'un territoire français. C'est une idée reçue. À l'époque, on parle de territoire franc, où plusieurs États contemporains en sont les héritiers. C'est le cas de la France, mais aussi de l'Allemagne, les États du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas, et de Luxembourg. On ne parle de royaume de France, donc de France à proprement parler, qu'en 887, avec l'accession de la dynastie des Capétiens par le biais du Capet. Enfin, à la fin de son règne, en 813, Charlemagne n'a qu'un seul fils, Louis le Pieux. Charlemagne décide donc de lui léguer le titre impérial avant de mourir l'année suivante en 814 et Louis le Pieux est sacré empereur en 816. Cependant, l'empire carolingien va connaître de nombreuses crises. Des crises externes avec des attaques extérieures, c'est le début des raids vikings, mais Louis le Pieux connaît aussi des attaques par les peuples hongrois ou encore les Sarrasins. Messire, un sarrasin! Et surtout des crises internes. Les fils de Louis le Pieux, Lothaire, l'aîné, Louis le Germanique, le cadet, et Charles le Chauve, le Benjamin, se foutent joyeusement sur la gueule pour avoir le plus de pouvoir possible, tout en menant des batailles contre leur père. Imaginez l'ambiance des repas de famille. À la mort de Louis le Pieux en 840, Lothaire, le frère aîné du coup, veut mettre en place l'Ordinatio Imperii, un capitulaire édicté en 817 par Louis le Pieux, afin de régler la succession de l'Empire, qui fait de Lothaire le principal successeur. Cependant, ses frères contestent cet agissement, et on voit une alliance entre Louis le Germanique et Charles le Chauve contre leur frère aîné, Lothaire. Make your own
Après de nombreux conflits, les trois frères réalisent le traité de Verdun en 843, partageant ce qui reste de l'Empire en trois. Charles le Chauve hérite de la Francie occidentale, à l'ouest, Lothaire obtient la Francie médiane, au centre, appelée aussi Lotharingie, ainsi que le titre impérial étant l'aîné de la fratrie. Enfin, Louis le Germanique récupère la Francie orientale à l'est, marquant ainsi la fin de l'Empire carolingien. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur Charlemagne vous a plu et que c'était suffisamment clair. En même temps, les trois quarts des Carolingiens s'appellent soit Louis, Charles ou Pépin, donc on peut vite s'y perdre. C'est un bordel. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer de futures vidéos. Sur ce, à plus!